Bah, on ouvre souvent une boîte de jeux de cet éditeur en s'attendant à y trouver une armée de monstres en plastique géants. Ah bah c'est un peu leur marque de fabrique, oui. Ouais, voilà. Mais pour le coup, quand on a préparé notre article sur Cthulhu Dark Providence, bah, c'était le choc. Le vrai monstre, en fait, c'est juste la personne assise en face de nous. C'est clair. Aujourd'hui, on fait une plongée en profondeur dans les coulisses de cet article, fraîchement rédigé. L'objectif, c'est vraiment de décrypter comment ils ont réussi à créer une angoisse pareille sans leur fameuse montagne de figurines. C'est vrai que le contraste est déroutant d'entrée de jeu. D'ailleurs, pendant la rédaction de notre article, le premier conseil était super brutal. Ouais, on soulève le couvercle et là, Bah, on trouve des cubes en bois et des simples personnages en carton, enfin des standés quoi. ça fait bizarre. Totalement. Mais l'horreur, en fait, elle ne se cache pas dans le matériel. Le jeu s'inspire vraiment de l'ADN de A Study in Emerald de Martin Wallace. Ah oui, un grand classique. Exactement. Sauf que là, c'est transposé dans l'Amérique de la Grande Dépression, donc les années 30. Et l'angoisse, elle vient purement de la mécanique. Bon, décortiquons un peu tout ça, parce qu'il faut préciser de quoi on parle à ceux qui nous écoutent. C'est pas un jeu où on coopère joyeusement pour taper des monstres. Non, pas du tout. C'est du deck building compétitif. Voilà. Et le deck building, en gros, c'est quand on commence avec un petit paquet de cartes basiques qu'on va améliorer au fil de la partie pour construire sa stratégie. C'est ça. Mais là où tout bascule vraiment, c'est avec les rôles cachés. On incarne secrètement des investigateurs, des cultistes, ou alors les fameux dissidents. Les dissidents, ils sont tellement chaotiques. Ouais. Du coup, c'est un peu genre, on va voir un gros film d'action avec plein d'explosions, et on se retrouve devant un thriller psychologique super tendu en huis clos. Je suis ravie que tu fasses cette comparaison parce que c'est exactement le ressenti. Mais ça risque pas d'aliéner les fans habituels de l'éditeur, tout ce changement? Alors, ce qui est fascinant ici, c'est que ça remplace complètement le chaos habituel des dés par un vrai brouillard tactique. Le système de marché est unique. C'est-à-dire? Bah, en fait, on paye pas un prix fixe pour une carte. Pour s'en emparer, il faut placer des cubes d'influence dessus. Attends, si je relis bien mes notes pour notre article, ça veut dire qu'on peut investir à fond sur une carte, mais la perdre si quelqu'un bloque le tempo. Exactement. Le timing pour récupérer la carte devient une vraie arme psychologique. Mais c'est hyper frustrant comme système, non? Totalement. Mais c'est ça qui est génial. Vu que les rôles sont secrets, chaque cube qu'on pose est un message. Un message, souvent trompeur d'ailleurs. Ah oui, genre on peut enchérir sur un sortilège très obscur, juste pour faire croire qu'on est un cultiste? Voilà. Alors qu'on est un investigateur. Du coup, l'achat devient un pur outil de manipulation. Ce qui nous amène tout droit à la fin de partie. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Et cruel. Oh oui, le système de score. Il est vraiment punitif. En gros, le joueur qui finit avec le pire score de la table peut faire éliminer toute son allégeance cachée avec lui. C'est radical. C'est littéralement comme un travail de groupe à l'école, où le pire élève fait rater toute l'équipe. Ouais, Sauf que là, on ignore qui est dans notre propre équipe. l'analogie est parfaite, oui. Surtout à 4 ou 5 joueurs, la tension est à son comble. Il faut absolument gagner, mais aussi aider secrètement le membre le plus faible de son camp. Et le tout sans se démasquer, bien sûr. C'est ça. Et si on relie ça à une perspective plus large, la vraie folie du jeu, elle vient pas d'une jauge de santé mentale. Non, elle vient des autres, en fait. Oui, c'est cette opacité stratégique qui pousse tout le monde à analyser le moindre geste des autres. D'ailleurs, pour ceux qui supportent mal cette pression sociale, il faut mentionner le mode solo imaginé par Chris Ham. Ah oui, le fameux mode solo. Il est étonnamment solide. Il arrive à structurer cette expérience face à un grand ancien automatisé. Au final, c'est pour toutes ces dynamiques qu'on a donné la note de 4 sur 5 dans notre article. Une très belle note. Ouais, c'est un grand jeu de bluff et d'interaction. Bon, même si on peut regretter quelques défauts d'édition, genre les supports en carton qui s'abîment vite, Ouais, c'est dommage ça. mais bon, la mécanique reste incroyable. Ça laisse quand même une réflexion assez troublante en suspens tout ça. Laquelle? Bah, si un simple jeu de plateau peut nous rendre aussi paranoïaques et nous pousser à douter des intentions de nos propres amis après juste 2 ou 3 choix ambigus, C'est vrai qu'on devient vite suspicieux. ouais. Alors qu'est-ce que ça dit de notre capacité à déchiffrer les véritables alliances dans la vie de tous les jours où les règles ne sont même pas écrites? Eh bien, c'est une excellente question pour conclure cette plongée. Les vrais monstres n'ont vraiment pas besoin d'être en plastique. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration et on se retrouve très vite pour de nouvelles découvertes.